je me dis légitimement que notre service public de justice a dysfonctionné. Mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse. Mousse, mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler. Mousse, abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Imaginez un instant, pendant des années, plusieurs personnes signalent un homme aux comportements inquiétants. Des parents alertent, des victimes présumées parlent et des signalements sont transmis. Il y a même un organisme américain spécialisé dans la lutte contre la pédocriminalité qui envoie des alertes aux autorités françaises. Pourtant, aucune arrestation, aucune enquête approfondie, aucune mesure qui permette d'empêcher le drame qui va finalement bouleverser toute la France. Aujourd'hui, l'affaire Jérôme Barella ne pose pas seulement la question de sa responsabilité personnelle. Elle pose une autre question, une question bien plus dérangeante. Comment en est-on arrivé à un tel fiasco? Après, il y a d'autres questions qui me viennent en tête. Est-ce que ce drame va servir de leçon? Combien de Jérôme Barella sont dans la nature? Ça, c'est d'autres questions. C'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais c'est quand même des questions qu'on se pose. Et c'est légitime. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, le nouveau OK c'est Mousse qui est en description. L'ancien Ouais c'est Mousse c'est terminé depuis un moment. Sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Le 29 mai 2026, la France retient son souffle après la disparition d'une petite fille de 11 ans nommée Liana. Malheureusement, 6 jours plus tard, tous les espoirs des Françaises et des Français sont balayés après la découverte de son corps. Très rapidement après sa disparition, il y a un suspect principal, Jérôme Barella, puisque la dernière fois que la petite Liana a été vue, c'est dans la voiture de Jérôme Barella à la sortie de son collège. Très vite après la divulgation de son nom, les médias commencent à enquêter sur le passé de Jérôme Barella, et ce qu'ils découvrent est stupéfiant. Car au fil des années, plusieurs procédures, signalements et plaintes auraient déjà visé l'homme. Alors quand on sait ça, certaines questions nous paraissent évidentes, comme par exemple, pourquoi personne n'a agi plus tôt? Ou encore, était-il impossible de prévoir ce qui allait arriver? Ou encore, les autorités disposaient-elles d'informations, d'éléments qui étaient inquiétants concernant Jérôme Barella? Selon plusieurs médias, la première alerte connue remonte à 2017. À cette époque, Jérôme Barella travaille dans un établissement scolaire et la mère d'une adolescente effectue un signalement concernant son comportement. Nous sommes en 2017. La mère d'une élève du lycée de l'Île Jourdain découvre la relation de sa fille de 17 ans avec Jérôme Barella. Il a alors 32 ans. Il est entendu par la police. La relation est considérée comme consentie. Le parquet d'Auch classe l'affaire sans suite. Effectivement, le dossier est classé sans suite. Aucune infraction n'est caractérisée puisque la jeune fille de 17 ans est considérée comme majeure au regard du consentement sexuel. La gendarmerie a été saisie par la mère d'une jeune fille de 17 ans, venant de découvrir que sa fille entretenait une relation depuis quelques mois avec un homme majeur. La jeune fille évoquait alors une relation consentie. Au regard de l'âge de cette jeune fille, aucune infraction n'était susceptible d'être caractérisée. En effet, son âge, 17 ans au moment des faits, ne permet pas de présumer une absence de consentement. Ce renseignement judiciaire a donc fait l'objet d'un classement sans suite par mon parquet en février 2018. Et vous allez voir que ce qui va se passer dans ce premier cas va se reproduire dans toutes les affaires suivantes. Des alertes existent, mais elles restent isolées, fragmenté sans qu'aucun dossier global ne soit constitué. Et c'est un peu ça le problème. Il n'y a pas de fil rouge concernant Jérôme Barella. Il y a eu des affaires à droite, à gauche, aucune communication. Et c'est un petit peu ce qui fait que ça a été un fiasco. En fait, je pense qu'à ce stade, en 2017, lors de cette première affaire, personne n'imagine que cette première alerte va être le début d'une longue série. Cependant, je reste convaincu que ces personnes, déjà en 2017, ont une part de responsabilité parce que je pense que c'est plus facile d'interpréter, de se dire bon ouais c'est juste un mec de 32 ans qui a une relation consentie avec une fille de 17 ans, plutôt que d'aller creuser, de comprendre le profil de la personne, parce que peut-être qu'en creusant,
on se serait rendu compte que c'est un mec qui aime les très jeunes filles. Et peut-être qu'on aurait pu surveiller ce mec et éviter ce qui allait se passer dans le futur. Encore une fois, c'est des suppositions, mais je sais qu'aujourd'hui, voilà, les forces de l'ordre sont débordées, la justice également, mais je pense que à certains moments, on choisit la facilité. Surtout que vous verrez plus tard, d'après ce qu'on a compris et appris, la brigade qui était censée s'occuper du dossier Jérôme Barella, donc on parle pas de 2017, mais bien plus tard, n'avait qu'un seul dossier à s'occuper, c'est celui de Jérôme Barella, et pourtant ils ne l'ont pas fait. Et d'après ce qu'on a appris, c'est plutôt par flemme que... parce qu'ils étaient débordés. On était donc en 2017. Entre 2018 et 2021, Jérôme Barella est embauché comme agent d'entretien dans différents lycées du Gers. Et là, il y a une nouvelle affaire qui va aboutir sur une procédure disciplinaire. En 2020, nouvelle alerte. Jérôme Barella, alors agent de maintenance au lycée de Lectoure, toujours dans le Gers, entretient une relation avec une élève. La région met fin à son contrat, mais aucun signalement n'est transmis à la justice. On en arrive à la première plainte qui date de 2022 pour des faits qui remontent à courant 2020. Et accrochez-vous, messieurs, dames, on est sur des faits de V sur une enfant de 7 ans. Voilà. Et encore une fois, on est sur une plainte qui va finir classée sans suite. Encore une fois, on est sur une plainte qui ne constituera pas un dossier global. Ça sera une plainte par-ci, une autre plainte par-là, un signalement par-ci, un signalement par-là. Par ailleurs, une procédure le mettant en cause a été reçue au parquet d'Auch en janvier 2024 sur dessaisissement du parquet de Béthune, compte tenu du lieu des faits et du domicile du mis en cause. Elle avait été ouverte à la suite d'une plainte déposée au commissariat de Béthune en 2022 pour des faits de viol sur mineur de 15 ans, commis courant 2020 à Montestruc-sur-Gers, au domicile du mis en cause. Dans le cadre de cette procédure, une mineure née en 2013 a dénoncé un fait de viol. Les actes d'enquête diligentés, notamment le rapport d'examen médico-légal, l'examen psychologique et les témoignages recueillis, n'ont pas permis d'étayer suffisamment ces déclarations. Cette procédure a donc fait l'objet d'une décision de classement sans suite le 28 mai 2024 pour le motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée. Je rappelle en effet que pour que le parquet puisse poursuivre l'auteur d'une infraction pénale, il est juridiquement nécessaire que l'infraction soit caractérisée en tous ses éléments et que l'enquête établisse des charges suffisantes. Il a été considéré dans cette affaire que ces éléments faisaient défaut. En fait, ce que j'aime pas dans ces prises de parole, c'est qu'on a l'impression que cette procureure essaie de se dédouaner et d'expliquer que la justice a fait son travail, que les enquêteurs ont bien fait les choses, alors qu'avec le recul, on sait très bien qu'il y a plein d'erreurs et que le travail n'a pas été bien fait. S'il avait été bien fait, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est juste ça qu'il faut se dire. Ça, c'est juste factuel. Enfin, je sais pas. On a ensuite une deuxième plainte pour viol qui a été déposée contre Jérôme Barella par la maman d'une enfant de 9 ans. J'en arrive à la procédure qui était en cours au moment de la disparition de Liana. Cette procédure a été initiée en août 2025, le 22 août 2025, par le dépôt de plainte de la mère d'une mineure née en 2014. Le 27 août 2025, l'enfant a été entendu et a dénoncé des faits de viol qui auraient été commis sur sa personne par le mis en cause entre septembre 2024 et mai 2025 au domicile de ce dernier dans le Gers. Les examens médico-légaux et psychologiques d'usage dans ce type de dossier ont été réalisés en septembre et octobre 2025. En octobre 2025, le parquet de Toulouse s'est dessaisi de la procédure au profit du parquet d'Auch en raison du lieu de commission des faits dans le Gers. Le 9 janvier 2026, la procédure a été adressée par le parquet d'Auch à la gendarmerie de Lectoure, dans le Gers, pour poursuite de l'enquête. Le 23 janvier 2026, une attache téléphonique a été actée entre la gendarmerie et le parquet d'Auch, au terme de laquelle il a été prescrit par le magistrat du parquet un certain nombre d'actes d'enquête complémentaires, notamment un complément d'audition de la mère de la mineure, des auditions de témoins, des réquisitions téléphoniques. Il était prescrit, à l'issue de ces actes d'enquête, un placement en garde à vue du mis en cause pour audition.
Je tiens à préciser que dans le cadre d'une enquête pénale, l'audition du mis en cause est toujours le dernier acte d'enquête à effectuer, après que l'ensemble des autres investigations aient été réalisées. Cette enquête était en cours au moment de la disparition de Liana. C'est une mère dévastée qui sort de l'ombre pour attaquer l'État en justice. Il n'y avait rien été fait. La justice n'a pas fait son travail. Elle accuse depuis un an Jérôme Barella de multiples viols sur sa fille, sans qu'il n'ait jamais été entendu dans ce dossier. L'œil du 20h a pu consulter la plainte, qui aurait pu tout changer. 22 août 2025, Audrey se rend à la gendarmerie de Plaisance-du-Touche, près de Toulouse. Elle affirme que sa fille, Rosa, 10 ans, a été violée à plusieurs reprises par Jérôme Barella, un proche de la famille depuis un an. Rosa faisait du taekwondo avec les filles de Jérôme. Elle s'est approchée de ses deux filles et j'ai échangé avec Jérôme puisque les enfants voulaient se voir plus souvent. Il est donc arrivé à plusieurs reprises que Rosa se rende au domicile de Jérôme. Elle raconte qu'il faisait des cadeaux à Rosa, qu'il lui téléphonait souvent et qu'il l'invitait même sans ses propres enfants. Certaines fois, les filles de Jérôme n'étaient pas au domicile, mais il voulait à tout prix voir Rosa. Il l'aurait violée à de multiples reprises, chez lui, entre septembre 2024 et mai 2025. Jérôme l'a mise sur son lit, l'a déshabillée et il s'était lui-même déshabillé. Rosa témoigne à son tour et des examens médicaux au CHU de Toulouse confirment la crédibilité de son récit. 6 mois plus tard, le 14 février 2026, la mère est de nouveau entendue. Jérôme Barella, lui, n'a toujours pas été auditionné. Elle raconte comment, alors qu'elle est au travail, sa fille l'appelle et lui dit pour la première fois qu'elle a été violée par Jérôme Barella. Quand je suis rentrée à la maison, Jérôme Barella était présent. Je précise que ce n'est pas moi qui lui avais dit de venir. Je lui ai demandé des explications. Devant Jérôme Barella, la jeune fille se rétracte. Elle aurait menti. Jérôme m'a confirmé que ce n'était pas vrai, que Rosa était une manipulatrice, qu'il ne ferait jamais cela et qu'il considérait Rosa comme sa fille. Les enquêteurs doutent-ils de son récit? Ils lui demandent des explications sur les cadeaux que l'homme aurait fait à Rosa. 6 mois après la première plainte, la maman conclut en ajoutant « J'aimerais bien que le dossier avance plus vite. Il est en liberté et nous souffrons. Nous sommes détruites. » Mais les gendarmes, jusqu'à la disparition de Liana, ne convoqueront jamais Jérôme Barella. Contactés, ni ses avocats ni les enquêteurs n'ont souhaité faire de commentaires. Donc si on récapitule, des signalements, 2 plaintes pour viol sur des mineurs de moins de 15 ans, 7 ans et 9 ans, et pourtant Jérôme Barella n'a jamais été entendu dans le cadre de ces plaintes. Et quand on refait le puzzle, je suis désolé, mais on se dit, si Jérôme Barella avait été entendu concernant la plainte qui était toujours en cours lorsque la petite Liana a disparu, est-ce que le drame n'aurait pas pu être évité? Je suis désolé qu'on se pose cette question-là, mais elle est tellement légitime. Surtout qu'il y a un autre élément qu'il faut rajouter à ça, c'est un signalement qui vient des États-Unis. Avant même l'affaire Liana, le comportement en ligne de Jérôme Barella avait alerté un organisme anti-pédocriminalité américain, selon Le Monde. Ce dernier aurait alors transmis plusieurs signalements visant le principal suspect du meurtre de Liana à un service de la Direction nationale de la police judiciaire en France qui lutte contre les violences sexuelles faites aux mineurs, l'OFMIN. Le NCMEC, ou Centre national pour les enfants disparus et exploités, c'est une organisation américaine qui envoie chaque année des dizaines de milliers de renseignements aux polices du monde entier. Il a été créé en 1984 et il agrège les alertes collectées par les fournisseurs d'accès à Internet, les sites web et les réseaux sociaux, donc Google, Facebook, Snapchat ou OnlyFans par exemple, concernant des contenus pédocriminels en ligne. Ensuite, il les communique aux polices nationales des ressortissants concernés. Concrètement, si une personne tente d'obtenir des photos à caractère sexuel auprès d'un mineur sur Internet ou télécharge des images de violences sexuelles sur des enfants, des informations la concernant peuvent être transmises par le NCMEC à la police. Ces signalements ne contiennent pas toujours le nom et prénom de cette personne, mais au moins les informations qu'elle a fournies en créant son compte, donc souvent son email ou son adresse IP. En 2023, les signalements du NCMEC avaient par exemple permis d'interpeller 31 hommes en France et en Europe, soupçonnés d'avoir administré et utilisé des contenus pédopornographiques via la messagerie chiffrée Signal. Après le meurtre de Liana, les services de police et de gendarmerie ont dû rechercher dans leur base de données toutes les références à Jérôme Barella, et c'est à ce moment-là que les signalements du NCMEC ont été découverts.
Ils datent de plusieurs mois et n'ont pas été portés à la connaissance de la justice, ce qui explique qu'aucune enquête judiciaire n'a été ouverte, toujours selon Le Monde. En 2025, le NCMEC a transmis 170 000 signalements aux autorités françaises. La France serait d'ailleurs le 4e pays au monde à héberger le plus de contenu pédocriminel, derrière les États-Unis, la Russie et les Pays-Bas, avait expliqué Gabrielle Hazan, l'ancienne chef de l'OFMIN en 2024 à 20 minutes. Il faut noter que l'OFMIN a peu de personnel, ils sont une quarantaine d'enquêteurs, alors qu'à sa création en 2023, il était prévu qu'il soit 85. Et les signalements du NCMEC sont aussi accessibles aux services territoriaux de police et de gendarmerie s'ils font une demande concernant l'un de leurs suspects. Pour le moment, il semblerait que cette demande n'avait pas été faite par les gendarmes après les premières plaintes visant Jérôme Barrella. Alors on se doute bien que les forces de police, les autorités, sont en manque d'effectifs. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Mais quand on sait que les signalements du NCMEC sont disponibles pour les autorités, si elles le veulent, encore une fois, on se dit pourquoi ils ne le font pas, pourquoi ils vont pas au bout des choses, pourquoi ils tapent pas des noms quand des personnes sont suspectes. Là encore une fois, ça interroge, et quand on rajoute ça au reste, on se dit encore un élément qui alimente la théorie du fiasco. Et j'en rajoute un dernier comme ça, c'est un signalement qui a été fait par l'aide sociale à l'enfance concernant Jérôme Barrella, et ça date de mars 2026. C'est un signalement dont on avait beaucoup parlé, un signalement qui avait émané de l'aide sociale à l'enfance, qui s'occupait de la petite Léa, qui est aujourd'hui âgée d'une 12aine d'années. C'est un signalement qui a été effectué au mois de mars dernier, et aujourd'hui, grâce notamment aux équipes de Ligne Rouge et de Julien Crescence, on est en mesure de révéler ce que contenait ce signalement. En fait, la petite Léa, elle affirme avoir participé à l'une de ces fameuses soirées pyjama chez Jérôme Barrella au mois d'août de l'année dernière. Il y avait plusieurs enfants, et elle a décrit des gestes déplacés, un sentiment de malaise de la part de Jérôme Barrella. Son signalement explique que lorsqu'elle dormait chez son amie, elle a constaté la présence de Jérôme Barrella derrière elle à hauteur de ses fesses. Selon ses déclarations, il aurait effectué des gestes qu'elle qualifie de déplacés, sans toutefois qu'il y ait un quelconque contact physique, en tout cas dans le signalement qu'elle a fait. Et puis un deuxième épisode que cette petite fille a décrit auprès des éducateurs de l'aide sociale à l'enfance, une scène d'une bataille d'eau au cours de laquelle Jérôme Barrella se serait collé à elle de façon très inappropriée au bord d'une fenêtre. Voilà le signalement qui avait été effectué au mois de mars dernier. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça ? Parce que évidemment, on est toujours sur la même question, sur les mêmes questions qui font l'objet aujourd'hui des investigations, notamment de la justice et de la gendarmerie, pour voir s'il y a eu des dysfonctionnements. Ce signalement a été effectué le 12 mars dernier par l'aide sociale à l'enfance au titre d'un article 40 auprès de la procureure de la République d'Auch. Pourtant, souvenez-vous, le 3 juin, lorsque cette même procureure avait fait état de tous les éléments à l'encontre de Jérôme Barrella qui avaient été remontés, elle n'avait pas fait mention de ce signalement. Est-il passé entre les mailles du filet ? Est-ce que ça aurait permis aussi d'arrêter Jérôme Barrella avant la disparition de la petite Liana ? C'est toutes des questions qui se posent, mais aujourd'hui, effectivement, la justice essaye de rattraper un peu le temps perdu, et cette petite Léa, avec son avocate et son père, doivent être auditionnés aujourd'hui même par les services de la gendarmerie nationale. On dévie un petit peu de Jérôme Barrella, mais concernant le fiasco aussi, il faut quand même se dire que le corps a été retrouvé par un promeneur, même pas par les forces de l'ordre. C'est un habitué des lieux, Malik connaît les coins par cœur, il se promène depuis 10 ans autour de chez lui, il passe régulièrement à côté de ce silo où on a retrouvé un corps hier soir. Malik, qu'est-ce qui vous a semblé particulièrement inhabituel ? Un vol d'oiseaux que j'ai vu, qui me paraissait bizarre, un vol statique à l'aller. Au retour, j'ai vu les mêmes oiseaux. Ça m'a paru bizarre. J'ai pensé à des chasseurs qui avaient abandonné un gibier. Je suis rentré chez moi, j'ai réfléchi, j'ai appelé les gendarmes. Que vous ont dit les gendarmes ? Ils m'ont demandé où est-ce que j'avais remarqué ça, où est-ce que c'était. J'ai expliqué où était le silo, par où il fallait passer. Et ils m'ont dit « Ok, merci ». Il y a d'autres plaintes pour viol qui sont venues s'ajouter concernant Jérôme Barrella, mais c'est après l'annonce de la disparition de la petite Liana. Donc on peut pas dire que c'est des plaintes qui n'ont pas été traitées, oubliées, parce qu'elles ont été déposées après la disparition. Mais le fiasco concernant Jérôme Barrella, c'est pas que concernant Jérôme Barrella, c'est même concernant la famille Barrella. Parce que dans la famille Barrella, j'aimerais appeler à la barre des monstres le père de Jérôme Barrella. On apprend aujourd'hui qu'en 2013, le père de Jérôme Barrella, qui est donc le principal suspect dans les différentes procédures et notamment dans le meurtre de la petite Liana, le père de Jérôme Barrella avait été visé par une plainte pour viol et agression sexuelle par l'une de ses petites filles, qui n'est pas la fille de Jérôme Barrella, qui est une autre de ses petites filles. C'est une femme qui aujourd'hui est âgée de 26 ans et à l'époque, elle avait dénoncé plusieurs faits de viol alors qu'elle était âgée de 17
10 à 13 ans au domicile de son grand-père sur une période s'étalant entre 2010 et 2013. Il y avait eu à l'époque une enquête préliminaire puis une instruction judiciaire. Le grand-père n'a jamais été mis en examen au cours de cette instruction judiciaire. Il avait été placé sous un statut inférieur, on pourrait dire, qui est le statut de témoin assisté. Et puis, à l'issue de cette instruction judiciaire, eh bien, le juge d'instruction a décidé de rendre un non-lieu. Il n'y a donc jamais eu de procès dans cette affaire, puisque, au terme des investigations, ce juge d'instruction estimait qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour amener ce grand-père devant une juridiction. Cet homme est âgé aujourd'hui entre 60 et 70 ans, et cette affaire est donc, il y avait eu à l'époque une contestation de l'ordonnance de non-lieu, et puis finalement la partie civile, la plaignante, s'était désistée. À ce stade, cette affaire est donc terminée, mais si de nouveaux éléments venaient à être mis au jour, eh bien alors elle pourrait être ouverte. Alors on se dit, une de ces petites filles l'accuse, c'est déjà horrible, mais il n'y en a pas qu'une, il y en a deux en réalité. Personne s'en a aperçu, personne se questionnait. Et quand bien même j'allais en parler, on n'allait pas me croire parce que on n'avait déjà pas cru ma grande sœur. Tout d'abord, ça s'est passé pendant un été parce que du coup mon papa travaillait beaucoup. Donc je devais aller en vacances chez du coup ma grand-mère et Joël. Et donc pendant un mois, les faits se sont déroulés directement sur le terrain familial où on allait régulièrement en vacances. Donc ça a commencé par des gestes parce que je dormais dans une caravane et j'avais peur à cet âge-là. Puis ça s'est déroulé dans la piscine sur le terrain, puis à la mer. Et en fait, j'ai jamais rien dit par peur parce que j'étais peut-être innocente aussi à ce moment-là. Donc je me suis confiée juste à un professeur, mon professeur principal en 6e, qui lui par contre est allé voir à la gendarmerie du coup pour déposer une main courante ou faire un signalement. Et à la suite de ça, les gendarmes du coup sont venus chez ma maman, chez qui j'étais domiciliée à ce moment-là. Et c'est là que tout a commencé et que du coup ma maman l'a appris aussi en même temps. À ce moment-là, personne s'en aperçoit malgré que ce soit arrivé à ma grande sœur. Personne s'en a aperçu, personne se questionnait et quand bien même j'allais en parler, on n'allait pas me croire parce que on n'avait déjà pas cru ma grande sœur. Donc je connaissais la chanson, je savais comment ça allait se passer. Donc peut-être que ça aussi, ça m'a entraîné à ne pas parler. Moi, dans ma famille, la seule personne qui m'a soutenue, ça a été ma sœur et ma mère. Parce que le reste de ma famille nous a toujours traités de menteuses. Je suis contente parce qu'on va pouvoir être enfin entendue, enfin pouvoir être reconnue comme victime, même s'il n'y a pas forcément de suite. Mais rien que le fait d'être reconnue comme victime et être entendue, ça me fait énormément plaisir, ça me fait du bien. J'ai une vague aussi de tristesse parce que du coup ça me fait revenir en arrière, me remémorer les faits. Et j'ai une part d'excitation parce que je me dis que toutes les personnes en fait qui ne parlent pas ou les personnes qui ont dû subir ça et qui malheureusement aujourd'hui sont décédées vont aussi pouvoir peut-être avoir justice au fur et à mesure du temps. Cette affaire est donc terrible, elle est le fruit de dysfonctionnements graves et ce depuis presque 10 ans, que ce soit concernant Jérôme Barella mais également son père. On peut peut-être imaginer, et ça n'excuse rien au comportement de Jérôme Barella, mais il y a peut-être eu un schéma familial, je sais pas, peut-être qu'il a été abusé par son père, ça excuse rien, mais voilà, on peut imaginer quand même quelque chose de sordide. Donc beaucoup de dysfonctionnements qui ont amené à ce drame. Quelque chose a changé. Vraiment, l'affaire Liana, ça a un petit peu réveillé le pays. Ça, je pense que les politiques l'ont compris. Emmanuel Macron a pris la parole et a avoué un dysfonctionnement. Et Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, a également parlé d'un dysfonctionnement grave du service public de la justice. Je vais vous laisser écouter le discours. Le problème, et on va être honnête, c'est que ça ne changera rien. J'ai mis 6 jours à communiquer sur l'affaire Liana. J'ai pris le temps d'avoir les remontées des procureurs généraux d'Agen et de Toulouse. Ce que j'ai lu dans ces remontées par les procureurs généraux, dont les remontées d'informations sont prévues par la loi et par la Constitution, me font penser, indépendamment de ce qu'il peut dire sur les plateaux télé ou dans les gazettes, qu'il y a eu un dysfonctionnement grave du service public de la justice. Parce que quand une dame vient avec sa petite fille, alors qu'elle a pu voir le médecin qui a montré qu'il y avait manifestement des liaisons anales compatibles avec un viol,
et qu'un psy a pu confirmer que la petite fille, on pouvait la croire, si je résume l'affaire en quelques mots. Et qu'on met 9 mois à ne pas placer quelqu'un en garde à vue ou à ne pas écouter cette personne, je me dis légitimement que notre service public de justice a dysfonctionné. Et le ministre de la Justice ne peut pas être le seul en France à ne pas pouvoir parler sur une affaire dont tout le monde parle. D'abord parce que j'ai des informations, deuxièmement parce que je suis le chef de cette administration, troisièmement parce que je suis le chef hiérarchique du parquet et que là aucun juge du siège n'est intervenu, aucune décision dont on pourrait se dire que ce n'est pas normal de la contester, par exemple une décision de ne pas mettre quelqu'un en détention provisoire, par exemple une décision qui consisterait à libérer une personne de manière anticipée, aucune décision de justice au sens magistrat du siège n'est intervenu. Il s'agit là d'une affaire strictement propre au parquet et à la hiérarchie des circulaires de politique pénale que le garde des Sceaux a le droit d'exiger de sa chaîne hiérarchique. J'ai le droit, me semble-t-il, de pouvoir dire aux Français, il y a un ministre à la justice qui est conscient de ses responsabilités, qui constate, comme tous les Français, qu'il y a manifestement quelque chose qui ne tourne pas rond, qui a amené, c'est bien sûr le criminel qui est responsable de la mort de cette petite fille, mais qui a amené le service public de la justice et peut-être le service public des enquêteurs de la gendarmerie et peut-être d'autres services publics de l'État à ne pas faire tout ce qui était dans notre pouvoir pour protéger d'autres enfants. Et je crois savoir qu'il y a d'autres plaintes qui depuis sont déposées, ce qui montre que le sujet de la protection des enfants se posait pas simplement sur la petite Liana, et que oui, quand on est en responsabilité politique, quand on est ministre de la République, on doit pouvoir dire des choses aussi franchement que... Ce qui me dérange principalement dans la prise de parole de Gérald Darmanin, c'est qu'il prend ses responsabilités légèrement en disant « oui, il y a eu un dysfonctionnement », mais c'est le criminel qui est responsable du décès de cette petite fille. Ben oui et non, c'est pas le seul. Parce que si on s'était occupé de lui, il n'y aurait peut-être pas eu le décès de la petite Liana. C'est ça que les gens retiennent. Je le pense également. Et comment penser autrement ? Pour moi, le bon discours, ça aurait été « nous avons une part de responsabilité dans le drame de la petite Liana ». Ça aurait été terrible de le dire, mais ça aurait été honnête. Parce que M. Darmanin a ordonné le réexamen de 70 000 plaintes. Mais comment voulez-vous réexaminer 70 000 plaintes si les effectifs ne grandissent pas? C'est impossible. Ça, c'est vraiment un coup de com'. En plus, on sait que les élections arrivent. Donc c'est vraiment de la poudre aux yeux. C'est pas ça dont ont besoin les Français. Ils ont besoin d'être rassurés. Au lieu d'augmenter les effectifs, j'en sais rien, moi, pour la sécurité routière. Je dis pas que c'est pas important, hein. Attention. C'est important. Dans la tête des Français, je crois que la lutte contre la pédocriminalité, c'est top 1. C'est une priorité quand on parle de sécurité, hein, bien évidemment. Et si c'est une priorité pour les Français, encore une fois je pense, et quand j'en discute autour de moi, c'est pas parce que ça touche le plus grand nombre, c'est parce que ça touche les enfants. Et ça c'est non, c'est pas possible. Les enfants, on n'y touche pas. Les Françaises et les Français ont besoin d'être assurés sur ce sujet. Le problème, c'est que l'actualité très récente ne rassure pas. Et on se dit, le fiasco de l'affaire Liana va se reproduire à coup sûr. Regardez, ça date d'il y a 1 ou 2 jours, grand max, le scandale du périscolaire. À la sortie de l'audience, les parents des jeunes plaignantes sont consternés. Nicolas G, animateur périscolaire accusé de harcèlement et agression sexuelle sur 9 fillettes de CM2, vient d'être relaxé. Il faut considérer qu'aujourd'hui c'est open bar pour pouvoir faire ce genre de choses. Vous imaginez qu'on est tous très en colère. Nous on va dire à nos petites filles qu'elles ont bien fait de parler. On leur dira pas que ça a juste permis à cette personne de se faire licencier et que demain cette personne pourra travailler avec d'autres enfants. Je suis indignée et en colère. Ce verdict traduit la lâcheté systémique d'institutions et de tribunaux d'une indulgence coupable. Le signal envoyé est d'une gravité absolue. L'affaire commence à l'automne 2024, dans cette école parisienne, lorsque les fillettes dénoncent le comportement d'un animateur périscolaire. Elles dénoncent des câlins très appuyés, des attouchements au niveau de la poitrine et des allusions à connotation sexuelle. Face au tribunal le mois dernier, l'animateur de 47 ans a nié les faits, évoquant de simples remarques maladroites. L'accusation avait pourtant requis à son encontre une peine de 18 mois de prison avec sursis. Aujourd'hui, dans son jugement, le tribunal a considéré qu'il s'agissait de comportements certes inadaptés, mais pas d'infraction pénale. L'élément intentionnel tenant à la volonté d'attenter à l'intégrité physique de l'enfant dans une dimension sexuelle n'apparaissait pas davantage constitué.
Le parquet a 10 jours pour faire appel de ce jugement. Et par exemple, je suis tombé sur ça aujourd'hui. Et quand on repense au signalement américain concernant Jérôme Barella, qui nous dit que ce mec-là, c'est pas le Jérôme Barella de demain. Un père de famille se fait piéger par un youtubeur dans une affaire pédocriminelle et est remis en liberté après sa garde à vue, on vous explique. Un homme de 43 ans et père de 2 enfants a été placé en garde à vue le 7 juin dernier à Hermont dans le Val d'Oise, a appris CNews de sources policières. Ce qui lui est reproché, une discussion à connotation sexuelle en visio sur un réseau social avec une mineure de 14 ans. Elle était en fait générée par intelligence artificielle et gérée par un youtubeur ayant déjà piégé un ancien dirigeant sportif. Dénoncé sur les réseaux, le quadragénaire s'est présenté de lui-même le 7 juin au commissariat de police et a reconnu les faits en affirmant que c'était la première fois qu'il formulait ce type de proposition à une personne mineure. Une perquisition de son domicile a été réalisée. Mardi 9 juin, le parquet de Pontoise a autorisé la levée de la garde à vue et la remise en liberté du suspect sans qu'aucune décision ne soit prise par le ministère public. L'expertise psychiatrique ordonnée sur le suspect n'a rien apporté. Pour conclure, l'affaire Jérôme Barella restera comme l'un des plus grands symboles des défaillances institutionnelles de ces dernières années. Car au-delà de l'homme lui-même, le dossier raconte autre chose. Il raconte une succession d'alertes, des plaintes, des signalements, des occasions manquées. Et aujourd'hui, toute la France cherche à comprendre comment autant de voyants rouges ont pu s'allumer sans qu'aucun ne déclenche une réaction suffisante. Une réaction qui aurait pu empêcher ce drame qui a meurtri la France entière. Aujourd'hui, c'est quand même compliqué d'affirmer qu'une intervention aurait pu empêcher le drame. Je pense qu'on le pense tous, mais c'est compliqué de l'affirmer. Par contre, personnellement, je me pose une question. Pourquoi personne n'a réussi à relier tous les morceaux du puzzle? Des morceaux qui étaient là depuis 2017. Aujourd'hui, on essaie de rattraper le temps perdu, de corriger des choses, mais combien de Jérôme Barella sont dans la nature? Avec combien de personnes comme Jérôme Barella on a raté des occasions de les enfermer? Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous on se donne rendez-vous mardi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Et faites attention à vos enfants. Mousse, c'était chaud, c'était flou, mais on a mis la loupe. Les fous, les relous, ceux qui parlent beaucoup. Ici on éclaire tout, même ceux qui fait grincer les dents. Si t'as kiffé, balance un like. Abonne-toi, rejoins la clique. Active la cloche, on remet ça bientôt. Et crois-moi, la suite va faire du bruit.